Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de politique américaine. Aujourd'hui, nous allons parler des développements de campagne aux États-Unis dans cette première semaine de septembre. Vous savez, il y a un fort travail de sélection à faire sur les nouvelles. Quand je vous fais seulement quelques capsules par semaine, une ou deux capsules, voire peut-être trois capsules par semaine. Donc, je ne peux évidemment pas couvrir tout ce qui se passe. Ça prendrait beaucoup plus que le temps que j'ai à vous consacrer. Si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez que je fasse plus souvent, si vous aimeriez être tenu au courant un peu plus et que je fasse plus de capsules pour vous expliquer comment ça marche la politique américaine, au-delà de ce que je fais déjà, eh bien, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. C'est sûr que s'il y avait plus de gens qui soutenaient financièrement la chaîne, ça serait peut-être quelque chose qui pourrait m'aider à vous en apporter plus. Mais évidemment, je vous demande pas ça. Ça fait seulement 6 semaines que la chaîne existe. Et puis, vous le savez, ceux d'entre vous qui êtes capables de le faire, je m'adresse à personne d'autre là. Sans plus tarder, lançons-nous dans les nouvelles de la semaine. Vous me voyez regarder parce que j'ai un autre écran, c'est là que ça se situe. Donc, la semaine de Kamala, parlons tout de suite de cette première nouvelle. Alors, selon les derniers sondages, puis là, j'ai pas la bonne fenêtre. Alors, il y a un écart grandissant parmi le vote des femmes. Donc, on voit ici l'écart chez les femmes est plus 13 pour Kamala Harris, alors que les hommes favorisent Trump par 5%. Mais ce qu'il faut dire du 5%, c'est qu'il est à l'intérieur de l'erreur statistique. Et le 13 points de Harris ne l'est pas du tout. Puis il y a aussi quelque chose que j'ai hâte de vous faire une capsule dédiée à ça, mais il y a plus de femmes que d'hommes aux États-Unis puis dans la plupart des pays. Donc il y a 52% de femmes aux États-Unis contre 48% d'hommes. Donc même si les femmes votaient à 51% pour Trump et les hommes votaient à 50, pour Kamala Harris et les hommes votaient à l'inverse, 51% pour Trump, eh bien, Kamala Harris l'emporterait. Donc, savoir que les femmes appuient Harris par plus 13 points, ça donne quand même une bonne idée de ce qui va se passer. J'ai aussi souhaité vous mentionner qu'il y a des records d'inscription d'électrices noires aux États-Unis. On parle d'une augmentation de 140% par rapport à la norme. Donc, ça, c'est des électeurs qui sont beaucoup plus, électrices plutôt, sont beaucoup plus susceptibles d'aller voter. Donc, c'est un développement extrêmement significatif. Donc cette avance chez les femmes n'est pas compensée par l'avance de Trump chez les hommes. Donc, c'était quelque chose qui méritait absolument d'être mentionné. Une deuxième nouvelle, c'est que la campagne de Kamala Harris a envoyé 24,5 millions à d'autres démocrates. Je vous l'ai souvent expliqué, je vous le réexplique encore. Il y a des élections aux 2 ans aux États-Unis. On élit l'entièreté de la Chambre basse, un tiers du Sénat et la présidence une année sur deux, parce que le mandat du président dure 4 ans, donc une élection sur deux qui se tient aux 2 ans, on élit le président, et l'autre élection aux 2 ans, on ne l'élit pas. À toutes les élections aux 2 ans, on élit un tiers du Sénat, parce que le mandat des sénateurs dure 6 ans, et on élit la Chambre basse, parce que le mandat des élus de la Chambre basse dure 2 ans. Donc, lors d'une élection américaine, il y a énormément de vote. On vote pas seulement pour le président, on vote pour la Chambre basse, le Sénat, mais souvent pour son gouverneur, qui souvent est aux 4 ans. On vote pour la Chambre basse de son État, le Sénat quand il y en a un. On vote pour des juges, on vote pour les conseils d'établissement scolaire, on vote pour des ministres de la justice ou des procureurs. Ça descend, là, c'est comme un petit roman que les Américains doivent lire et voter. Donc, c'est pas que la présidence qui est en jeu, c'est également le contrôle du Congrès. Donc, le système américain, une loi doit être adoptée par la Chambre basse et le Sénat et elle doit être ratifiée par le président, sujet à quelques exceptions, mais c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Parfois, les chambres peuvent fonctionner sans le président lorsqu'il y a ce qu'on appelle une supermajorité. Donc, il y a beaucoup d'enjeux outre l'élection de la présidence et le fait que la campagne de Kamala Harris donne de l'argent comme ça. On voit la ventilation, là, 10 millions à la campagne de la Chambre, 10 millions à la campagne du Sénat pour les démocrates et également d'autres législatures, 2,5 millions et même les ministres de la Justice ou procureurs généraux des États, 1 million et les gouverneurs 1 million. Donc, ce que ça nous dit, c'est
on sent le vent de notre côté, du côté démocrate, dans un premier temps, parce que jamais on déploierait de l'argent présidentiel vers une campagne mineure, les campagnes plus mineures, si on ne sentait pas qu'on était capable d'aller faire plus de gains. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est vrai que parfois on le fait quand même. Ça dépend vraiment de l'ambiance, mais dans un contexte où Kamala Harris a amassé 540 millions dans le premier mois de sa campagne après avoir été déplacée, ce qui est un montant énorme qui est difficile à se représenter parce qu'en 2008, Barack Obama avait levé 500 millions dans l'entièreté de sa campagne. Donc là, on a levé 540 millions en un mois. C'est vraiment énorme. Donc, ça nous dit du côté démocrate que d'abord, on pense plus grand que seulement la présidence, mais aussi on a beaucoup d'argent et on a de la confiance. Donc, c'était quand même un développement que je trouvais important. Je pense que la grande nouvelle de la semaine, ça a été cette entrevue de Kamala Harris à CNN et avec Tim Walz. Donc, on avait fait beaucoup état du fait que Mme Harris n'avait pas encore octroyé d'entrevue depuis sa nomination, qu'elle disait qu'elle attendait d'être confirmée à la Convention démocrate. Mais moi, je vous dis, et les auditeurs de cette chaîne le savent, je ne pense pas que l'entrevue, ça soit particulièrement sa spécialité, Kamala Harris. Je ne la trouve pas particulièrement convaincante en entrevue. Et c'est des entrevues qu'elle avait données dans le passé qu'est venue sa réputation de rire bizarre. C'est pas parce qu'elle rit lorsqu'elle monte sur un stage et que devant une foule, elle rit. C'est que c'est arrivé plusieurs reprises qu'elle s'est fait poser des questions difficiles en entrevue, puis sa réponse a été une espèce de rire bizarre, là, qu'on dit awkward en anglais. Donc, moi je vous le dis, elle n'est pas terrible en entrevue. Et cette entrevue, j'ai trouvé ça très utile parce que c'est incroyable comment que quand on entend la droite, ils vont dire « Ah, c'est complètement planté », on entend les démocrates, mettons, on va dire, les républicains, ils vont dire qu'elle a complètement foiré. Et les démocrates vont dire c'était fantastique, c'était parfait. Il faut le regarder par soi-même. Évidemment, pour ceux qui ne parlent pas anglais, puis ceux qui ne leur tente pas d'investir le temps, cet article ici est fort utile de CNN il passe vraiment l'ensemble des questions. Et ça représente bien l'entrevue qui est telle qu'elle a été conduite. Ça a duré une vingtaine de minutes. Pour plusieurs, c'était pas assez. Mais bon, je vous dis quand même qu'est-ce qui s'est passé. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait fait le jour 1? C'était la première question. La première question, c'est qu'allez-vous faire le premier jour? Aux États-Unis, il y a une tradition que les candidats à la Maison-Blanche vont dire « Jour 1, je vais faire ça, ça, ça ». C'est souvent des actions exécutives. Là, ça fait partie des pouvoirs du président. J'ai l'intention de faire des capsules pour vous expliquer comment les pouvoirs sont divisés aux États-Unis. Mais il suffit de dire que le président a quand même un certain pouvoir de par décret. C'est un peu l'équivalent de règlement dans d'autres systèmes. Et c'est comme une espèce de formule. Ah, jour 1, je vais faire les 3 choses suivantes, les 5 choses suivantes. Puis, ils le font. Ils arrivent. Le premier jour à la Maison-Blanche, vraiment, ils vont signer 3 ou 4 décrets pour symboliser leur arrivée à la Maison-Blanche. Et Kamala Harris n'avait aucune réponse à cette question. Et il faut se poser la question de comment est-ce qu'on peut être préparé à une entrevue à CNN après tout ce temps et ne pas avoir de réponse claire. Elle a juste répondu, ben mon agenda, tu sais. Mais c'est pas ça la question qu'on cherchait à savoir. On cherchait à savoir le jour 1, quelle partie de votre agenda, ben, c'est des symboles. À sa défense, je veux juste vous présenter les arguments des deux côtés. Du côté des démocrates, on dit oui, mais il y a beaucoup de symboles là-dedans. Ce qui compte, c'est ce qu'elle va faire dans l'entièreté de son mandat et pas juste le jour 1. Et ce à quoi les républicains vont dire oui, mais elle a juste l'air de ne pas savoir où elle s'en va. Même du côté des supporters de Kamala Harris, mettons moins que les purs et durs, là, des supporters mous ou moyens de Kamala Harris vont dire c'est quand même pas la reine de la substance, OK? Donc, moi j'ai envie de dire oui, c'est un symbole, c'est vrai, c'est pas particulièrement important dans quel ordre on fait les choses. Puis surtout, un président avec plus d'ambition démocratique de gouverner avec l'aide du Congrès, c'est-à-dire de la Chambre basse et du Sénat. Il va tenter de s'éloigner du gouvernement par décret que les derniers présidents nous ont habitués dans une situation de politique divisée, puis de chambre basse qui est contrôlée par un parti, Sénat contrôlé par l'autre parti. Dans ce temps-là, le président n'a un peu pas le choix de gouverner par décret. Alors, quelqu'un comme peut-être Kamala Harris qui aspirerait à gouverner différemment pourrait dire, mais c'est pas par décret que je veux gouverner, donc jour 1, moi je vais juste
appliquer mon agenda, envoyer des projets de loi, puis commencer le processus législatif, ce qui est une bonne réponse, mais reste que on vit dans le monde dans lequel on vit, pas le monde idéal qu'on s'imagine. C'est pas terriblement difficile de penser à 2 ou 3 décrets qu'on pourrait passer dans le mandat puis de dire qu'on les ferait dans le jour 1 pour remplir la formule, parce que c'est une formule classique, c'est quelque chose auquel on est en droit de s'attendre du côté des États-Unis, de quelqu'un qui se présente à la Maison-Blanche. Quelles seront vos premières actions le premier jour? Vous allez certainement signer des décrets. Alors, si on n'a pas de réponse, ça nourrit l'image de quelqu'un qui n'a pas nécessairement un programme très étoffé. Donc, moi, j'ai trouvé que ça a commencé avec un gros fail, comme on va dire en anglais. Elle a vraiment patiné. Puis Dana Bash, ceux qui connaissent la journaliste, vraiment gentille, a poliment reposé la question, oui, mais jour 1, vous allez faire quoi? Elle n'a toujours pas eu de réponse. Donc, j'ai trouvé que l'entrevue a vraiment mal commencé. Ensuite, bon, on a posé, je trouve que du côté de CNN, là, on a posé les bonnes questions. J'ai eu toutes sortes de commentaires là, aux dernières vidéos, comme quoi c'était une entrevue complaisante. Je n'ai pas du tout trouvé complaisante. Même que je grinçais un peu des dents, j'étais comme « ouch ». Elle a vraiment été chercher les reproches que les républicains, et pas Pierre Jean-Jacques, là, et que les républicains adressaient à Kamala Harris. C'est-à-dire, qu'avez-vous à répondre à ce reproche? Qu'avez-vous à répondre à ce reproche? Donc, côté complaisance, on repassera. Alors voilà, ils ont demandé, oui, mais les choses, la vie coûte plus cher, l'épicerie coûte plus cher. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent que ça coûtait moins cher sous le président Trump? Puis là, elle a répondu qu'elle avait réussi à réduire l'inflation à moins de 3% et que le coût de l'insuline a baissé dramatiquement. Et c'est vrai, aux États-Unis, il y a quelque chose de scandaleux pour ceux qui n'habitent pas aux États-Unis de penser que juste payer pour de l'insuline, ça peut coûter jusqu'à 1 000 $ par mois. Et là, les démocrates ont fixé ça à 35 $. Ils ont choisi 5 médicaments parmi les milliers de médicaments, puis ils leur ont imposé un prix plafond. Ça l'a fait office de quelque chose de fantastique. Oui, c'est fantastique, mais bon, pour quelqu'un qui vit au Canada, dans un pays extrêmement privilégié du côté de l'accès aux médicaments et l'accès aux soins, 5 médicaments accessibles, là, c'est pas un gros bilan. Mais bon, alors c'est ça, l'insuline coûte maintenant 35 $ et l'inflation qui a augmenté sous notre gouverne est maintenant réduite. Et donc, quelques reproches à Donald Trump. Encore une fois, pas super fort. Donc, moi, jusque-là, j'étais comme, ça se passe pas super bien cette entrevue. Alors, Dana Bash demande à Kamala Harris, donc, les Bidenomics sont un succès. Kamala Harris patine, ne veut pas dire oui, ça s'est bien passé, nous sommes fiers. Alors, elle a comme changé de sujet. Moi, j'ai trouvé que ça l'a paru. Encore une fois, jusque-là, ça allait pas super bien. Dans la bâche enchaîne avec alors vous voulez bannir le fracking. Le fracking, vous savez peut-être que c'est cette pratique d'insérer des tuyaux très très profondément dans la terre puis provoquer des explosions pour libérer du gaz qui est emprisonné dans des couches extrêmement profondes. C'est une pratique hyper controversée parce que ça contamine les nappes phréatiques, c'est-à-dire une des dernières choses que l'humain n'a pas contaminé. Par contre, c'est une pratique qui a produit aux États-Unis beaucoup de gaz naturel. Donc, très controversé comme sujet, et en particulier en Pennsylvanie, que vous commencez à connaître, c'est un enjeu parce que c'est un grand producteur de gaz de schiste. OK? Donc, Kamala Harris, quand elle s'est présentée à la présidence en 2020, est allée dire qu'elle était complètement contre qu'on devait bannir le fracking pour remporter la primaire démocrate. Et maintenant, elle est un peu prise avec cette position-là. Elle a dû reculer. Donc, elle a reculé sur le fracking. Donc là, elle aurait dit non, j'ai changé, je ne veux pas bannir le fracking parce qu'évidemment, Kamala Harris veut remporter la Pennsylvanie. Donc, elle va dire ça. Puis là, dans la page en chaîne, mais alors pourquoi vous avez changé de position? Quand je vous dis, qu'est-ce qu'il y a de complaisant là-dedans? C'est des questions difficiles. Alors, qu'est-ce qui vous a changé de position? Elle dit, là, mes valeurs n'ont pas changé, mais maintenant, en gros, j'ai une élection à gagner. Fait que, tu sais, jusque-là, j'ai pas trouvé que ça allait super bien. Donc, est-ce que, elle leur pose une question, qu'est-ce qui spécifiquement vous a fait changer d'idée? Puis là, phrase toute faite, là, on peut grandir et avoir de l'énergie, en tout cas. Fait que, moi, je vous le dis, là, Kamala Harris, ça ne donne pas des entrevues pour une très bonne raison, qui est, elle ne performe pas particulièrement bien en entrevue, elle n'a pas l'air confortable, elle prend une espèce de face sérieuse,
c'est une espèce c'est pénible. Je trouve ça, vous le voyez dans mon visage, j'ai trouvé ça pénible. Je la trouve pénible en entrevue. C'est certainement pas un talent naturel comme Pete Buttigieg qui est capable de retourner toutes les questions directement contre la personne qui a posé la question sans attaquer la personne, là, mais en transformant ça en joke. Il est vraiment, vraiment très habile en entrevue. Et c'est vraiment un peu les deux extrêmes. Donc, pourquoi est-ce que l'administration Biden a attendu aussi longtemps pour changer les règles d'asile à la frontière des États-Unis avec le Mexique? Et puis là, c'est un peu la première fois qu'elle a réussi à contre-attaquer en disant « Oui, mais c'est Donald Trump qui a essentiellement saboté l'entente entre les démocrates et les républicains pour sécuriser la frontière. Une entente que jamais les démocrates auraient acceptée dans d'autres conditions que celle-ci parce que on augmente beaucoup les forces de l'ordre à la frontière, on accroît les pénalités et c'était vraiment un compromis très sévère qui pourrait vraiment nuire aux deux parties dans leur rapport avec les Latinos. Et en général, les démocrates n'aiment pas être sévères ou la cruauté en général. Et puis, ils l'ont fait juste pour faire mal paraître Trump, pour dire, regarde, même ça, que l'association des agents frontaliers a appuyé. Et Trump, c'est lui qui l'a saboté, c'est un fait, il l'a dit publiquement. Et puis quand les républicains ont fini par voter contre, même si tout le monde leur disait de voter pour dans leur base, il s'en est vanté par la suite. Donc, première fois là, de toute l'entrevue que Kamala Harris a réussi à retourner un peu la situation. Là, on lui demande si on devrait décriminaliser les traversées de la frontière illégales. Et puis là, ménage le chef et le chou, va dire oui, il devrait avoir des conséquences, mais je ne veux pas. Elle a réussi à retourner ça vers elle en disant moi, j'étais une procureure, puis moi, j'ai mis en prison des gens qui faisaient du trafic d'êtres humains, parce que c'est un peu ça aussi le problème. C'est pas juste qu'il y a des gens qui rentrent puis qui essayent de travailler aux États-Unis, c'est que il y a des gens qui trafiquent des êtres humains, là. Donc là, elle va dire moi, j'ai mis en prison des gens qui faisaient ça. Et on va lui dire aussi, pourquoi avez-vous changé d'avis sur ces politiques? Au début, vous étiez plus tolérante, et maintenant, enfin. Fait que là, patine. C'est ce qu'on dit au Québec, là, quand on a de la misère à répondre. Puis là, changement de sujet, est-ce que vous mettriez un républicain dans votre cabinet? Puis là, elle dit oui. On dit qui? Là, j'ai personne, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais oui, j'ai l'intention d'avoir un républicain dans mon cabinet. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça, une diversité d'opinions. Puis là, pour la première fois, on me dit un W, là, un win, un bon moment pour Kamala Harris dans toute l'entrevue. Et puis là, c'est là que ça a commencé à bien se passer pour elle, parce qu'elle a dit, qu'est-ce que vous pensez de Trump et ce qu'il dit à votre sujet, que vous n'êtes pas vraiment noir, etc., etc. Puis là, elle a connu un bon moment parce qu'elle a fait une espèce de face dégoûtée, puis elle a juste dit, c'est les bonnes, c'est la vieille cassette, c'est la vieille rengaine, prochaine question. Puis là, Dana Bash dit, vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, elle a eu l'air de s'élever au-dessus de la mêlée et de pas vouloir, faire de politique avec sa race ou avec le fait que Donald Trump fait de la politique avec sa race. Donc ça, c'était un très bon moment pour elle encore. Et après ça, on est passé à la question d'Israël. Est-ce qu'elle aurait fait quelque chose de différent que Biden? Elle a dit, des deux côtés, c'est terrible, faisons quelque chose. Puis là, on est passé à Tim Walz. Les gens disent que Tim Walz était là pour faire le chaperon. Pas du tout, là, parce que Tim Walz n'a pratiquement pas eu de questions. On s'est demandé tout le long de l'entrevue qu'est-ce qu'il faisait là. Puis là, il s'est fait poser une série de questions vraiment difficiles. On l'a vraiment mis devant ses contradictions. Une fois, il avait dit qu'il avait utilisé l'insémination in vitro, là. Et puis, c'était pas ça. Il utilisait un autre mode de fertilisation. Puis, on se demande pourquoi vous avez dit ça. Après ça, il avait dit j'ai été dans une zone de combat. Pourquoi avez-vous dit que vous avez été dans une zone de combat? Parce qu'il a fait 24 ans dans la réserve nationale, là. Puis, il avait dit qu'il était dans une zone de combat. Finalement, j'étais pas dans une zone de combat. Je disais juste que j'allais à l'école avec un gun parce que les écoles, c'est rendu une zone de combat.
vraiment, vraiment mal paru là-dessus. Il y avait, encore une fois, je demande à ce qu'on m'explique était où la complaisance. Je pense pas qu'on aurait pu lui poser des questions les plus difficiles. Il y a presque aucun matériel sur Tim Walz. Là. Il y a presque aucune raison officielle d'être fâché contre Tim Walz. Et puis, ils les ont soulevés, là. Je veux dire, je vous entends, là, Patrick Fate, là, la question de, de l'avortement permis jusqu'au 9e mois là, au Minnesota, la droite et les gens qui sont très pro-vie vont être extrêmement offusqués de ça. Donc, je pense pas, je me rappelle plus si de mémoire ils l'ont soulevé, mais ils ont vraiment soulevé tous les points. Puis après ça, ils ont arrêté de lui poser des questions. Donc, ça a été brutal. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Il y a aussi qu'il a été arrêté pour ivresse au volant. Donc, je me rappelais même pas de ça. Ils sont allés vraiment, le chercher. Donc, après ça, ils ont demandé, oh non, mais pourquoi est-ce que vous avez dit que Biden était capable de servir un autre 4 ans quand après ça, il ne l'était pas, vous avez pris sa place? Puis là, patine. Question difficile, je vous dis, là. Puis, on a parlé de, continuer sur Biden. Là, on a demandé un peu plus Human Interest. Comment avez-vous appris qu'il allait quitter? Il m'a téléphoné, il me l'a dit. Puis là, on a demandé à Walz cette fameuse image de son fils qui pleure. Donc, l'entrevue était terminée. On a terminé avec... C'est là que s'il y a une complaisance, c'est à la fin, là. Une question Human Interest, le fils... peut-être sur le spectre de l'autisme de Walz, qui était très, très, très saisi et ému lors de la Convention démocrate. Puis une photo de la nièce de Kamala Harris. Puis il dit, bon, quelle signation est-ce que ça a pour vous? Alors voilà, j'ai trouvé cette entrevue vraiment, vraiment difficile à regarder. Kamala Harris ne peut pas passer son temps à donner des entrevues comme ça. Là. Ça ne va pas bien se passer pour elle. Donc, je pense pas qu'elle a l'intention d'en donner beaucoup encore. Et oui, ça prête flanc à la critique. Et je pense que c'est mieux de prêter flanc à la critique. Pour elle, je parle pas moralement. Je veux juste dire stratégiquement, pour elle, c'est clair que l'entrevue n'est pas sa force et elle gagnerait à en donner le moins possible d'ici à l'élection. Bien hâte de voir le débat. C'est tout ce que je vais me limiter à dire là-dessus. Donc ça conclut la semaine de Kamala Harris. Je vous rappelle... un énorme avantage avec les femmes qui n'est pas du tout compensé par l'avantage avec les hommes. Des dons significatifs à toutes sortes d'associations démocratiques pour augmenter les chances des démocrates à comme on dit, up and down the ticket. Ça veut dire de la présidence jusqu'au procureur général en passant par tout ce qui est anti-Sénat, Chambre basse, gouverneur, etc. Et cette entrevue sur CNN. Donc, quand même une bonne semaine pour Kamala Harris parce que dans le fond, la barre était assez basse pour cette entrevue. Il fallait juste que ça ne devienne pas une nouvelle. Il fallait juste pas qu'elle ait une tellement mauvaise performance que là, ça nourrisse l'argument qu'elle se sauve vraiment des médias. Parce que selon moi, elle se sauve des médias. Je vais vous le dire, je pense qu'elle se sauve des médias et je pense qu'elle fait bien de le faire du point de vue stratégique parce que, encore une fois, c'était pas une grande performance, mais comment dire, ça l'a coché la case. On peut passer au next. Donc, overall, là, en général, je dirais que ça a été une bonne semaine pour Kamala Harris. Maintenant, la semaine de Trump, je vais vous montrer ceci. Là, J.D. Vance, hué par l'Association internationale des pompiers. Alors, l'Association internationale des pompiers, je me suis renseigné, c'est des pompiers du Canada et des États-Unis qui sont représentés par la très puissante AFL-CIO, qui est le plus grand syndicat aux États-Unis. Regardez un peu, parce que là... Trump et Vance ont reçu l'appui du leadership de ce syndicat. Alors lui, il est venu comme accepter cet endossement du leadership. Et voici comment ça se passe. Thank you guys. Thank you so much. Well, Semper Fi, guys. Il se fait huer. Sounds like we got some fans and some haters. That's okay. Listen to what I have to say here. Il va y avoir une petite coupure là. Il dit qu'il est le plus pro-syndicat de l'histoire des démocrates, des républicains. Là, la réaction. Alors, ça se passe pas bien du tout. Il se fait huer par les pompiers. Il faut comprendre que J.D. Vance est de l'Ohio. À l'Ohio, on a passé une loi qui s'appelle le Right to Work, qui essentiellement est un droit de
de passer les lignes de piquetage et d'aller travailler malgré la grève. Donc, il se déclare le ticket le plus pro-syndicat. Je ne sais pas, ça me semble impossible, là, mais les républicains sont tellement anti-syndicats que, who knows, là, qui sait. Donc, ça se passe. Pourquoi aller à un truc où on va se faire huer devant la presse, devant le monde? Mais il l'a fait. Donc, ça, c'est événement numéro 1. Événement numéro 2, là, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. L'équipe de Trump a été, selon eux, là, je vais donner leur version, invitée à Arlington, qui est le cimetière le plus important pour les vétérans, pour les soldats tombés au combat. Et on sait que le directeur de cabinet de Trump, Mark Kelly, qui était un général 4 étoiles dans l'armée américaine, juste avant de quitter ou après avoir quitté, je ne me souviens plus exactement, avait dit que Trump lui avait confié que tous ceux qui étaient morts pour les États-Unis comme soldats étaient des suckers et des losers, des perdants, des dupes. Ce sont des dupes et des perdants. Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés à la guerre. Qu'allait-il en retirer eux? Donc, Mark Kelly, on peut le traiter de menteur si on veut, mais je veux dire, je trouve ça quand même invraisemblable qu'il invente une histoire pareille. Mais bref, toujours est-il que M. Trump et son équipe se dirigent à cet endroit pour tourner une capsule politique. Semblerait-il, ils disent qu'il y en avait le droit, mais c'est strictement contre les règles de Arlington, ce qui est un endroit absolument non partisan. On va se recueillir, on va honorer la mémoire de quelqu'un, on ne va pas faire un stunt politique. Et il y a tout de suite, il y a des familles de soldats tombés au combat qui les ont invités et ils sont allés dans la section la plus importante du cimetière. C'est la section où les Gold Stars sont enterrés. Les Gold Stars, c'est la plus haute médaille de distinction donnée par le Congrès. C'est donné toujours à des militaires qui se sont démarqués. C'est la médaille de la bravoure. Là. Je ne sais pas si c'est la Légion d'honneur, mais particulièrement pour des soldats, pour des actes héroïques. Ils se rendent dans cette région-là du cimetière, puis ils commencent à tourner une capsule, puis là, arrive une femme qui travaille pour le cimetière, leur dit « Pas question que vous fassiez ça ». Puis là, s'ensuit une altercation où un membre de l'équipe de Trump, non seulement enguirlande, insulte la personne, mais la bouscule et la tasse pour pouvoir compléter la capsule. Et ça a fait un scandale, ça fait plus qu'une semaine, puis on en parle, puis on en parle, puis on en parle, parce que ça s'ajoute à une longue liste de moments où Trump manque de respect visiblement aux troupes. Et ça, c'est juste indéfendable. Et après ça, Trump dit « Non, on avait la permission. » Mais le cimetière dénonce cela. Le cimetière dit qu'il n'avait pas la permission. Et là, l'armée américaine a dénoncé l'événement. Donc là, Trump vient d'être dénoncé par l'armée américaine. C'est vraiment remarquable. Mais comme si ce n'était pas assez, Trump a changé de position à peu près 4 fois dans la semaine sur la question de l'avortement. On sait que Trump là, est un libéral de l'État de New York. C'était un playboy millionnaire. C'est pas quelqu'un qui a des idées très très fortes contre l'avortement. Okay? On s'entend qu'il est fort possible que quelqu'un quelque part a eu besoin d'un avortement dans la vie de Donald Trump. Là. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas nécessairement... Vous direz ce que vous voudrez, là, mais je veux dire... Je pense qu'aucun des deux candidats dans cette course n'a beaucoup de principes. Là. Ni Kamala Harris, ni Donald Trump. Là, je pense qu'ils sont prêts à dire un peu n'importe quoi. Mais en plus, je pense que comme individu, je sens que cet individu-là n'est pas à l'aise avec l'interdiction totale de l'avortement, ne serait-ce que parce qu'il sait que la nation américaine n'est pas rendue là. Donc, il y a quelque chose qui se passe en Floride. En Floride, ils ont passé une loi très sévère qui interdit l'avortement au-delà de la 6e semaine. Puis, je ne sais pas si vous connaissez des femmes, mais normalement, 6 semaines, c'est là qu'on se dit « Hey, il me semble que j'ai du retard dans mes règles, je me demande qu'est-ce qui se passe. » Donc, on est très, très loin, parce que l'avortement, c'est l'aboutissement d'un long processus là, avec les médecins, parfois avec juste avoir les rendez-vous nécessaires. C'est complètement impraticable. Là. Ça va seulement s'appliquer dans un très, très petit nombre de cas. Et aux États-Unis, il y a la possibilité pour les citoyens de réunir un nombre de signatures suffisant pour imposer, lors de l'élection aux 2 ans, des référendums d'initiative populaire ou qui ont des impacts juridiques très importants. Et en Floride, il y a un référendum d'initiative populaire qui a réuni les signatures nécessaires pour
renverser cette loi et remettre l'avortement au statut légal. Et on a demandé à Trump qu'est-ce qu'il en pensait. Jeudi, Trump de dire « Oh, mais moi, vous savez, 6 semaines, c'est beaucoup trop sévère. Je ne suis pas pour ça. Vraiment, non. Je ne suis pas pour ça. Non. 6 semaines, là, c'est vraiment trop court. » Là, il y a eu une de ces réactions parce que la raison pour laquelle les chrétiens, les évangélistes, quand on dit évangéliques aux États-Unis, ça veut dire qu'ils vont à l'Église, là. Et ces gens-là appuient Trump pour pratiquement une seule raison, c'est parce qu'il va leur donner des juges pro-avortement, anti-avortement, et qu'il va leur livrer cet enjeu. Alors, de l'entendre se désir de la sorte, et de dire non, donc, parce qu'il ne faut pas oublier que Trump a déménagé en Floride après ses histoires à New York où il a été, sa compagnie a été sanctionnée sévèrement et où il a été accusé au criminel. Donc, il a dit si c'est comme ça, je quitte le New York, je m'en vais en Floride. Donc, maintenant, il est un résident de la Floride avec Mar-a-Lago, tout ça. Donc, il va être appelé à voter sur ce référendum d'initiative populaire et laisser entendre qu'il voterait contre la loi, donc pour le référendum d'initiative populaire visant à légaliser l'avortement, ou en tout cas renverser l'interdiction. Là. Et ça fait un scandale de son côté tellement fort que dès le lendemain, il est allé dire non, mais finalement, je vais voter contre le référendum, donc pour l'avortement, parce que ça deviendrait légal d'assassiner un bébé qui vient d'être né. OK, alors, on s'entend que c'est absolument n'importe quoi. Et comme si c'était pas assez de bruit autour de la question de l'avortement, parce qu'il faut se rappeler que c'est vraiment le point faible de M. Trump avec les femmes. Là. Quand on voit que les femmes vont voter, là, s'inscrivent pour aller voter, puis vont voter, là, puis on penche massivement du côté de Trump, comme on l'a vu un peu plus tôt dans la capsule, l'enjeu de l'avortement, c'est un des plus grands. Là. C'est peut-être la cause numéro 1. Et en particulier, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais le vote des femmes en banlieue va vraiment être critique parce que je vous ai souvent dit, les villes votent démocrates, les campagnes, les régions votent républicains, puis les banlieues, ça va d'un bord ou l'autre. Puis en particulier, les femmes de banlieue, dans cette élection, puisqu'ils sont plus nombreuses, puisqu'ils détiennent un pouvoir disproportionné par rapport à la population à titre de balancier là, et de majorité du balancier, c'est vraiment un enjeu énorme pour elles. Donc, ça va faire très, très mal. Mais comme s'il voulait comme se reprendre, Trump est allé dire qu'il était pour la fertilisation in vitro qui a été le plus pour la fertilisation in vitro depuis que ça existe et qu'en plus, ça devrait être gratuit pour tout le monde. Et premièrement, c'est des procédures extrêmement coûteuses, donc la praticabilité de ça n'est pas grande, mais c'est oublié que la raison pour laquelle les gens sont contre l'avortement, c'est qu'ils croient que la vie commence à la naissance. La vie commence à la naissance. En effet, la vie commence à la fertilisation. Donc, dès qu'il y a fertilisation de l'ovule, on a un être humain. Alors, quand on a de la fertilisation in vitro, on a des tonnes d'ovules fertilisés et après ça, on les jette. Donc, on jette des êtres humains. Là. Donc, souvent, les mêmes personnes qui sont contre l'avortement sont également contre la fertilisation. Alors, d'aller se faire le champion de la fertilisation in vitro, c'était absolument incompréhensible comme position de Trump. Je ne sais pas qui il va essayer de convaincre avec ça, mais c'est sûr que si je suis une femme de banlieue, peut-être que j'y réfléchis parce que beaucoup de gens ont besoin de ce service-là. Mais comment faire confiance à Trump qui vient de se vanter d'avoir fait tomber Roe v. Wade et qu'on voit très bien la pression sous laquelle il se trouve avec l'agenda 2025. Mais c'est ce qui s'est passé du côté de Trump, comme je dis. Les analystes ont compté, je crois, 4 positions différentes sur l'avortement cette semaine. Donc, si on résume la semaine de Trump avec Vance qui se fait huer de façon humiliante par les pompiers, ce scandale incroyable où l'armée américaine, qui ne prend jamais position sur rien, dénonce la campagne de Trump sur la façon dont elle a utilisé l'endroit peut-être le plus sacré de toute l'armée américaine, et on connaît l'obsession des Américains pour l'armée américaine. Et finalement, cette espèce de cirque sur sa position sur l'avortement qui change à tous les jours, avec la fertilisation in vitro qui sort de nulle part. Semaine très difficile pour Trump. Donc, semaine relativement positive, plutôt positive pour Kamala Harris, semaine plutôt difficile pour Donald Trump.
je veux vous parler de la semaine de Robert F. Kennedy Jr. Vous allez me dire, mais il a quitté, il n'est plus dans la course, n'est-ce pas? Faux. 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 Monsieur Kennedy s'est vu refuser le retrait sur le bulletin de vote de plusieurs États. Alors, extraordinaire développement. M. Kennedy a demandé d'être retiré d'une dizaine d'États, les États les plus importants. Certains États ont accepté, dont l'Arizona, le Nevada et, crucialement, la Pennsylvanie. Mais il a été aussi retiré à Floride, Ohio et Texas. Par contre, il a été refusé d'être retiré au Michigan, au Wisconsin et en Caroline du Nord. Donc, c'est un peu une catastrophe là, pour Robert F. Kennedy, puisque il a le pire des deux mondes. Ça veut dire qu'il s'est officiellement retiré, mais il n'a pas réussi à avoir l'impact souhaité dans tous les États. Parce que les commissions électorales ont rejeté sa demande, arguant qu'il ne pouvait pas faire ça à son parti, qui, en passant, petit quiz, savez-vous pour quel parti se présente Robert F. Kennedy? Je crois qu'on le voit peut-être, vous l'avez vu sur l'article ici. Est-ce que c'est le Parti vert? Non. Est-ce que c'est le parti, comment il s'appelle? Libertarien? Non plus. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et aller regarder. Vous n'en croirez pas vos yeux. Robert F. Kennedy Jr. se présente pour le Parti de la loi naturelle. Alors, c'était quelque chose qui existait dans les années 90, là, que je me souviens en tout cas. Puis c'était un peu une farce. Mais c'est ça, il y avait besoin d'une infrastructure, alors il a choisi celle-là. Donc, on a argué à dire non, vous devez à vos électeurs, voilà, ils ne peuvent plus vous remplacer. Je vous l'avais dit qu'après la Convention, je vous l'avais dit, après la Convention, ce n'est plus possible de changer les bulletins de vote. Ceux qui fréquentent la chaîne avec assiduité, vous vous en souvenez, mais je vous l'avais dit. Donc, j'ai dit, après la Convention, c'est peut-être encore possible, mais il commence à manquer de temps. Avant aussi, il s'y est pris trop tard. Donc, si on fait je vous amène la carte électorale, puis je vais vous laisser après ça. Ça, c'est la carte électorale que j'ai déjà prépopulée. Vous vous en souvenez peut-être, encore une fois, pour ceux qui sont nouveaux ici, on ne se présente pas à la présidence aux États-Unis, au fédéral. On se présente à la présidence dans chacun des 50 États. Et celui qui emporte un État, même par un vote, remporte ses grands électeurs qui sont alloués proportionnellement à la population. OK? Donc, l'État du Washington a 12 grands électeurs, l'État de la Géorgie en a 16, Texas 40, Californie 54, etc. Donc, ça, c'est les États qui sont déjà acquis à l'un ou l'autre côté. On a besoin de 270 grands électeurs pour l'emporter. Et là, on nous dit que ça ne passera pas au Michigan, au Wisconsin et en Caroline du Nord. Alors, c'est déjà une avance. Kamala Harris est déjà en avance dans ces États-là. Je ne ferai pas une pleine analyse des sondages dans le détail, mais on peut mettre ces trois États-là dans lesquels elle a une légère avance. Trump ne pourra pas bénéficier du retrait de M. Kennedy pour concentrer ses votes. Donc, il va y avoir une division pareille. Parce que si on se souvient, la même chose s'était produite quand M. Trump se présentait cette année, là, en 2024, pour être candidat républicain. À la fin, il restait que Nikki Haley. Et Nikki Haley, même elle, s'est retirée à la fin, mais il était trop tard pour certaines primaires qui se sont quand même tenues avec Trump contre Haley, même si Haley avait demandé d'être retirée. Il ne l'avait pas fait. Et elle avait obtenu 15% du vote dans pratiquement tous les États dans lesquels il avait tenu des primaires par la suite, parce qu'il devait continuer le processus jusqu'à ce que tous les votes, jusqu'à un candidat ait une majorité. Mais je vous épargne le détail de ça. Donc, il va y avoir des gens en Caroline du Nord, au Wisconsin et au Michigan qui vont voter pour Robert F. Kennedy. Ça, c'est assuré. Et ces votes-là, une des raisons pour lesquelles je disais que c'était une bonne nouvelle pour les républicains que M. Kennedy se retire, c'est que la majorité des votes pour M. Kennedy serait allés à Donald Trump plutôt que Kamala Harris. Donc, c'est déjà 3 États dans lesquels il y a une certaine avance démocrate. Si on devait juste consolider cette avance, parce qu'il ne reste plus l'espèce de clé magique de unir les votes de M. Kennedy à ceux de M. Trump, ben regardez là, les démocrates sont à 267 votes et tout ce qu'ils ont besoin, c'est un des 4 États suivants
pour l'emporter. Donc, même si Trump l'emporte en Pennsylvanie, en supposant qu'il le fasse, même s'il l'emporte en Georgie, et c'est loin d'être acquis, même s'il l'emporte en Arizona, c'est encore loin d'être acquis, tout ce que Kamala a besoin, c'est d'un État aussi petit que le Nevada en termes de grands électeurs, et Kamala l'emporte. Donc, développement extrêmement significatif. M. Kennedy ne sera pas retiré des bulletins de vote dans les États cruciaux du Wisconsin, du Michigan et de la Caroline du Nord. Donc, si on résume, il y a quand même une question de le concours du plus grand flip-flop de la semaine. Est-ce que c'est Kamala Harris sur la question du fracking, elle qui était complètement contre parce qu'en Californie, c'est extrêmement impopulaire, et maintenant, elle est pour parce qu'en Pennsylvanie, c'est extrêmement populaire. Donc, Californie impopulaire, Pennsylvanie populaire. Ou est-ce que c'est Trump sur la question de l'avortement et de la fertilisation in vitro? Donc, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Encore une fois, merci beaucoup pour tout le soutien. La chaîne grandit à une vitesse fulgurante. 25 000 vues le dernier vidéo. On est rendu à 1750 abonnés. Donc, extrêmement content du soutien. Je vous rappelle ce que je vous ai mentionné au début, c'est-à-dire si jamais vous souhaitez, vous avez l'argent et le souhait de soutenir la chaîne pour mettre plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description pour vous abonner à la chaîne. Je sais que sur les Mac et sur les iPhones, c'est pas possible parce que Apple se prend une trop grosse part, donc il faut aller sur un furteur Internet, il faut aller sur Chrome ou Safari ou un de ces mécanismes pour le faire. Mais honnêtement, ça fait pas assez longtemps que la chaîne existe. Je vous le demande seulement pour ceux qui ont la capacité de le faire. Sinon, vous êtes vraiment les bienvenus d'être ici. Je le fais de toute façon pour le plaisir de partager avec vous cette information. Je vous rappelle que moi, dans le fond, j'ai une maîtrise en sciences politiques, j'ai une maîtrise en droit, j'ai fait le barreau de New York, j'ai plus de 20 ans d'expérience politique à tous les niveaux au Canada, mais j'ai aussi des réseaux aux États-Unis. Ça fait plus que 10 ans que je travaille aux États-Unis. J'ai même remis un papier universitaire de plus de 100 pages sur lequel j'ai mis 2 ans de ma vie pour comparer le système constitutionnel canadien, britannique et américain. Donc, je suis quand même bien placé pour vous informer de tout ça. Je suis loin d'être un expert, mais quand j'y pensais, il n'y a pas beaucoup de professeurs d'université qui ont mon expérience politique, puis il n'y a pas beaucoup de politiciens ou d'attachés politiques qui ont mon bagage académique. Donc, je pense quand même que c'est pas pour rien que je suis ici aujourd'hui à vous expliquer ces choses-là. C'est parce que la façon dont j'ai vécu ma vie me donne vraiment un regard unique sur la situation. Ça me fait vraiment plaisir de le faire avec vous. Donc, je vous remercie encore une fois infiniment pour votre soutien. Si vous voyez une quelconque valeur dans tout ça, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Likez, abonnez-vous et on va se revoir très bientôt. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.